Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine où on va évidemment commencer par parler des Gilets jaunes. Après leur manifestation de force d'hier, ont-ils vraiment été entendus par le gouvernement? Le Premier ministre affirme que oui, mais on a le droit d'avoir un autre avis et si c'est le cas, on l'écoutera avec beaucoup d'intérêt. On parlera aussi de la souveraineté européenne. C'est l'un des points forts de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Il l'a rappelé hier dans un discours auprès du Bundestag. Soutenez-vous cette ambition présidentielle de créer une souveraineté européenne? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis nous parlerons aussi des déclarations fortes de Laurent Wauquiez. C'était hier, dans une journée organisée par Sens Commun. En parlant de la procréation médicalement assistée, Laurent Wauquiez a employer le terme d'eugénisme. Est-ce approprié? Eh bien, on en discutera. Et puis, on parlera aussi d'Airbnb. Les députés français viennent de voter de nouvelles sanctions contre les propriétaires de logements qui ne paieraient pas les taxes qui s'appliquent désormais à Airbnb. L'objectif est clairement d'empêcher ce site de trop se développer. Est-ce qu'il faut effectivement barrer la route à Airbnb? Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, là encore, nous allons en discuter avec nos 4 invités. Bonsoir Caroline Valentin. Bonsoir, vous êtes essayiste, collaboratrice du Figaro Vox. Vous avez contribué, vous êtes co-auteur du Nouvel Antisémitisme, ouvrage paru cette année chez Albin Michel. Voilà, vous avez aussi contribué à Une France soumise, qui était un ouvrage collectif dont le Figaro Magazine avait longuement rendu compte lors de sa parution. Olivier Babot est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens, qui est un think tank de sensibilité libérale. Et vous êtes l'auteur d'un éloge de l'hypocrisie, ce titre m'enchante. Mais je vais être franc ce soir. Voilà, et ça a été publié aux éditions du CERF. Frédéric Dabi est là aussi. Bonsoir Frédéric, bonsoir. Vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'Institut IFOP. Et puis notre 4e invité est Perico Légas. Bonsoir, journaliste, critique gastronomique. Ce soir, président de la soirée du prix Tétinger qui distingue chaque année un grand chef cuisinier, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes le rédacteur en chef des rubriques vin et gastronomie de Marianne. Et votre dernier livre, À table citoyen, pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans, a été publié, lui aussi, aux éditions du Non, CERF. j'en ai publié un dont vous n'avez pas encore parlé, parce qu'il ne serait taillé dans le Figaro Magazine, qui est Du panier à l'assiette avec Serge Papin, auquel le Figaro a consacré 2 pages. Serge Papin, voilà. Absolument, Serge voilà, Papin. Regardez, voyez. Voilà, heureusement. Mais comme quoi vos services sont à jour, mon cher. C'est parce que j'ai pas eu le temps de le... Non, mais c'est pour ça. Non, ça serait Du coup, j'ai 2 promos, c'est formidable. Vous avez 2 promos ce soir. On rappelle que Serge Papin, c'est le patron du groupe Système U. Du groupe Système U. C'est une grande chaîne de grande distribution. Absolument. Alors, on commence donc par ce sujet qui s'impose évidemment à nous aujourd'hui, celui des Gilets jaunes après la démonstration de force d'hier. Édouard Philippe, le Premier ministre, était sur France 2 à 20h hier soir. Peut-être l'avez-vous entendu. Sinon, vous allez pouvoir réécouter une partie de son intervention. En gros, pour lui, c'est clair. Le patron a donné le cap et on n'en bougera pas. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Donc, croyez-moi, pas de mesure le cap fixé par le annoncer. président, le cap fixé par le président, nous allons le tenir. Il le faut. L'objectif fixé au gouvernement par le président de la République, c'est de baisser les prélèvements obligatoires, les impôts, les taxes. C'est de revaloriser. Non, mais ça a commencé cette année, monsieur Delahousse. C'est de revaloriser le travail. Vous entendez bien qu'ils ne le ressentent pas, les Français, en tout cas les plus modestes d'entre eux. C'est un fait. C'est un fait. Et on peut sans doute à la fois beaucoup mieux expliquer et beaucoup mieux accompagner. Alors, on va débattre bien sûr de cette réponse du Premier ministre pour savoir si elle est adaptée. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter un point de vue intéressant, celui du géographe Christophe Guilluy. Vous savez, c'est l'homme qui a théorisé la France périphérique. Il était ce matin sur Europe 1 et pour lui, ce qu'on a vécu hier et ce qu'on vit d'ailleurs encore en partie aujourd'hui, avant-hier, mais aussi hier et aujourd'hui, puisque ce mouvement se prolonge, c'est pas seulement une révolte contre les taxes, c'est aussi un épisode, le énième épisode du grand décrochage des classes moyennes. Ce qui s'est passé hier, ce week-end, c'est ce qui se passe depuis 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire une espèce de délitement très très fort de ce qu'on appelait hier la classe moyenne, ou plutôt de son socle, le socle de la classe moyenne, ses ouvriers, ses employés, ses paysans, ses petits indépendants. Et quand on met bout à bout toutes ces catégories, ça forme un tout, quoi. Ça forme la classe moyenne. Et c'est pour ça que je dis toujours, attention, on ne parle pas d'un phénomène conjoncturel. Oui, il y a l'augmentation du prix du gasoil. C'est plus profond que ça. Mais bien sûr, on est sur du temps long. Du coup, Caroline Valentin,
le gouvernement ne peut pas faire grand-chose d'autre que de dire « je tiens mon cap », parce que comme le disait Guy, lui, le problème est tellement vaste qu'il n'y a pas une réponse comme ça immédiate ou facile à un tel Non, je ne suis cri pas de d'accord. colère. Le gouvernement, en fait, devrait précisément aborder ces questions. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est ce qui se passe depuis très longtemps dans plein de pays occidentaux, où qu'est-ce qui s'est passé? Les mouvements qu'on a appelés populistes ont augmenté, ont gagné des points, beaucoup de points dans les sondages. Et in fine, soit ça a mené soit à des mouvements populistes qui avaient le pouvoir, comme en Italie, ou Trump aux États-Unis, soit à des coalitions gouvernementales avec ces mouvements populistes, soit, quand peut arriver à les freiner, quand les partis dits républicains, en fait, les partis du milieu, se sont enfin décidés à aborder les préoccupations de cet électorat. Donc voilà, ce qu'on leur demande juste, en fait, c'est pour une fois, enfin, d'aborder les préoccupations de cet électorat. Vous savez, Christophe Guilluy, il s'en est pris plein la figure depuis le temps qu'il écrit sur la France périphérique. Il s'est fait traiter de tous les noms. Ils avaient écrit tout le monde a dû entendre parler de ça, lui et quelques autres auteurs, dont Laurent Bouvet, un livre à l'attention du candidat François Hollande à l'époque, l'incitant justement à avoir une politique de gauche pour le peuple. Bon, François Hollande ne l'a pas écouté. Sarkozy l'avait un peu plus écouté en disant travailler plus pour gagner plus. Il a gagné, au passage. Et depuis, plus personne ne les écoute. Voilà, donc un jour, ça sera la fronde. On rappellera que cette France périphérique, théorisée par Christophe Guilluy, c'est celle qui ne profite pas de la mondialisation, c'est celle qui n'habite pas dans les métropoles, c'est-à-dire ni les classes favorisées, ni les classes sociales issues de l'immigration, qui, elles, sont globalement dans le circuit. Oui, Perico Légas. Excusez-moi, c'est très intéressant, pardon. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que ce que Christophe Guilluy décrit, ce sont des gens qui se sont partis, en fait, de ces banlieues près des grandes métropoles pour éviter le conflit culturel avec des populations qui, de plus en plus, ne partagent pas la même identité culturelle qu'eux, compte tenu de la grande immigration. Parce qu'ils viennent de l'immigration musulmane, pour dire les choses exactement, clairement. Exactement. Légas. Tout était écrit, notamment par ce sociologue qui examine les phénomènes socio-géographiques français. Donc, la classe dominante, le pouvoir ne peut pas ignorer. Tout lui a été dit, tout lui a été révélé. Il est confronté aujourd'hui à une situation inédite sociologiquement, c'est la descente dans la rue. Ça fait combien de temps qu'on nous dit ça va finir dans la rue? Ça ne venait jamais. Je me souviens, l'automne va être chaud, ça ne venait jamais. Là, on a un début de descente dans la rue, de façon concrète, nationale. Alors on peut chiffrer 200, 300, 400 000, on ne sait pas comment ça va finir. Ce que je voudrais comprendre, c'est en quoi la prise de la Bastille n'était pas populiste. En quoi la Commune de Paris n'était pas populiste. Le problème, c'est que c'est populaire. Si c'était que populiste, c'est-à-dire un espèce de poujadisme contrôlé ou récupéré par, j'allais dire, des moyens un peu subversifs pour créer des ordres, c'est populaire. C'est une partie du peuple français, ce sont des électeurs, ce sont des gens qui payent des impôts, qui sont actifs. C'est pas que des chômeurs, c'est des gens qui travaillent. Voilà. Et là, nous sommes confrontés à une fracture sociale, celle de 95, dont Chirac nous avait dit le 26 octobre 95, « Ah, je ne peux pas tenir ma promesse électorale », Séguin lui avait fait son programme, la fracture sociale, « Je ne peux pas, il faut revenir à une politique monétaire ». Donc ça fait 40 ans qu'on explique aux Français, nous n'appliquerons pas ce pourquoi vous nous élisez. Et à chaque fois qu'ils votent, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, on va changer. Les précédents étaient des nuls, nous avons tout compris, et celui-là est arrivé en disant « Je fous 40 années de politique en l'air ». Avec moi, vous allez voir ce qui va se passer, je vais remettre la France au travail, je vais réparer, je vais venir vers vous. La situation n'a jamais été aussi catastrophique. Nous n'avons jamais eu un président de la République aussi peu teneur de promesses et aussi fauteur de troupes que celui-là. Il y a de quoi être inquiet. Alors, on va continuer ce tour de table, mais je vais vous donner le point de vue aussi de nos internautes pour pouvoir nourrir le vôtre. Gazelle83 nous dit « Très content de voir ces syndicats politisés éjecté de ce mouvement populaire, une réaction de Marine, on ne connaît pas son nom de famille. Il faut que les gens comprennent que l'on ne peut pas toujours payer plus de taxes et d'impôts par rapport à nos voisins européens. Antimac qui trouve que ce qui est étonnant dans ce mouvement, c'est de voir leur amateurisme, mais aussi leur détermination. Et Christophe nous dit « Les Gilets jaunes ne seront pas entendus car le gouvernement mise sur un épuisement du mouvement. La plupart sont des salariés. » Alors, à ce stade du débat, en fait, il y a deux sujets. Il y a la question qu'on se pose au départ, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vraiment entendus? Et puis, est-ce que c'était vraiment cette France-là qui était dans la rue? Et là, évidemment, je me tourne vers le sondeur. Cette France que décrit Perico Légas, c'est-à-dire celle qui est... Depuis 20 ans, à l'écart des promesses des politiques. Alors, oui et non, car compte tenu de ce mouvement, de ce que j'ai appelé un OSNI, un objet social non identifié, qui n'est pas, comme vous le disiez, canalisé par un mouvement syndical, quand vous dites
on attendait dans la rue. Justement, c'est parce que les syndicats qui n'ont pas remporté une victoire depuis le CPE en 2006 n'ont pas réussi, dans ce contexte d'affaiblissement des corps intermédiaires, qui touche aussi les partis faits politiques, à canaliser la colère. Là où il y a une vraie différence par rapport au quinquennat précédent, c'est qu'il y a une véritable insatisfaction à l'égard du gouvernement et du président, mais il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de débouché à la colère, d'où l'émergence de ce mouvement, spontané ou pas, mais en tout cas derrière ce mouvement, il faut voir son moteur, si je puis dire, sans aucun jeu de mots, c'est le pouvoir d'achat. Dans les raisons du mécontentement de ce week-end vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il perd encore 4 points dans le baromètre JDD et il est seulement 1 point au-dessus de son socle électoral du 23 avril 2017. Les sujets sont écrasés par le pouvoir d'achat et sont révélateurs, la hausse du prix du carburant. Donc il ne faut pas, je dirais que la question, c'est pas est-ce qu'Emmanuel Macron doit entendre les Gilets jaunes. Il n'y a pas d'incarnation de ce mouvement, il est relativement atomisé, mais comment va-t-il faire pour obtenir des résultats auprès de l'ensemble des Français sur la question du pouvoir d'achat? Le quinquennat de François Hollande avait fini par tourner autour d'une bataille qui est: va-t-il réussir à inverser la courbe du chômage? On a vu ce qui s'est passé, il n'a même pas pu se représenter. Le quinquennat est en train de tourner, d'Emmanuel Macron est en train de tourner autour de la question: va-t-il améliorer le pouvoir d'achat des Français et donc réduire ces fractures sociales? Un tout petit mot. Les classes moyennes, on est complètement là-dedans. Dans les sujets de récrimination des Français émerge la protestation, la voice des classes moyennes, parce que c'était le livre de Valéry Giscard d'Estaing. Tout le monde se définit comme classe moyenne, 2 Français sur 3. Et donc, ils se sentent trop aisés pour pouvoir bénéficier d'aide, pas assez aisés, pas assez riches pour pouvoir par exemple, être sur une logique d'exemption d'impôts, d'optimisation. Ils se sentent, dans un contexte où ils savent très bien que 56% des foyers français ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, ils se sentent complètement les payeurs. Oui. Mais Olivier Babot, pourquoi est-ce que le gouvernement ne pourrait pas répondre concrètement à cette demande sur le pouvoir d'achat, par exemple en reportant la hausse des taxes sur le gasoil, en disant on fera ça quand les prix du pétrole baisseront? On a l'impression là que à la fois le Premier ministre dit qu'il entend la colère, la souffrance, le sentiment d'abandon, ce sont ses mots d'hier soir, mais qu'il ne veut pas bouger. C'est pas un peu une impasse dans laquelle il se met lui-même? D'un point de vue économique, c'est extrêmement difficile, d'un point de vue politique d'abord, c'est très difficile de reculer après ce mouvement. Ce serait effectivement d'un point de vue de communication terrible. Et d'un point de vue économique et de transition énergétique, ça correspond, cette augmentation du prix de l'essence, à des engagements assez clairs qui ont été tenus, très difficiles de revenir en arrière. Depuis longtemps d'ailleurs, et depuis sous Sarkozy, sous Hollande. Bien sûr, depuis 2015 en réalité, en fait, les engagements avaient été pris. Et en fait, on voit bien que Emmanuel Macron aujourd'hui paye pour un délitement, un décrochage qui est effectivement bien antérieur à son élection. Alors qu'est-ce qu'on a vu dimanche? On a vu d'abord, pour moi, c'était les obsèques des corps intermédiaires. Je veux dire, en grande pompe, on a eu les obsèques des corps intermédiaires qui n'ont plus aucune place, aucun rôle à jouer. Du coup, on n'a plus de tampons. Ah, bien sûr. Ah oui, syndicats et partis politiques. Syndicats et partis politiques. Et clivage gauche-droite également. Et donc, il est là pourtant. Voilà. Absolument. Et la deuxième chose, c'est évidemment que c'est une sorte de cri d'alarme des classes, pour dire des classes intermédiaires, des classes, on pourrait dire effectivement des classes moyennes, qui sont en voie de disparition, qui se voient décrocher depuis 30 ans, à qui la mondialisation n'a en fait rien apporté d'autre qu'en réalité une augmentation des dépenses contraintes et de plus en plus finalement l'impression qu'on a de moins de pouvoir d'achat, dont on sait bien que l'INSEE montre que paradoxalement on n'en a pas tellement moins, mais que c'est surtout une impression, que c'est psychologique parce qu'en effet les dépenses contraintes, elles, ont augmenté, en particulier pour certaines personnes. On se rend bien compte que beaucoup de gens ont l'impression d'être trop riches pour être pauvres et en avoir les avantages et les aides, évidemment trop pauvres pour être riches, c'est-à-dire en avoir la capacité d'action. C'est ces gens-là qui aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans les images et les gens qui parlaient, de toute évidence, c'est la France effectivement traditionnelle, la France, on pourrait dire des petits blancs, parce qu'on voyait très très peu de minorités ethniques, et c'est des gens qui ont compris que la politique n'était plus faite pour eux, car la politique hier était probablement faite pour la normalité, pour la norme au sens le milieu. Aujourd'hui, ce sont des politiques qui sont faites pour les marges. Caroline Valentin. Oui, et je crois que ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ce mouvement a été déclenché par cette décision sur l'augmentation du prix de l'essence et sur la réponse qu'a faite dans un premier temps l'exécutif aux Français qui disait « mais attendez, on n'a pas l'argent ». Ils disaient « c'est pas grave, achetez donc une voiture électrique ». Et en leur disant « je sais que c'est assez cher, mais on va vous en payer 4 000 €. » Mais les gens
augmente. Vous savez, les gens changent de produit, n'achètent plus un produit quand il augmente de 5 centimes. Ils n'ont plus d'argent. C'est ce que Christophe Guilluy dit. Je ne sais pas si vous savez, une grande partie du temps de beaucoup de Français est utilisée à calculer leur budget mensuel pour ne pas sortir des clous. Vous pensez qu'ils ont l'argent pour acheter des milliers d'euros de voitures électriques? Mais même avec une aide. Même s'il faut reconnaître que cette aide, elle va aussi pour des voitures d'occasion classiques, mais même si, dès lors qu'elles consomment moins. C'est tout à fait la phrase que d'ailleurs la reine n'avait pas prononcée, s'ils ne veulent pas du pain qu'on leur donne de la brioche. Ce qui est honteux dans cette histoire, c'est que ce gouvernement qui, soi-disant, défend l'écologie, quel pire service rendre à l'écologie que de dire à ces gens, mais c'est pour des mesures écologiques. On vous taxe un petit peu plus votre essence, qui est vitale pour vos déplacements, mais c'est pour le bien de la planète. Donc vous êtes des affreux et des méchants parce que vous refusez cet effort. On dirait vraiment que ce gouvernement déteste l'écologie, et ce qui explique un peu le départ de Nicolas Hulot. On achève Nicolas Hulot en disant c'est pour l'écologie, c'est pour la sauvegarde de la planète. Quand le Premier ministre, qui utilise mal la langue française, dit avec mépris « les seigneurs » disaient aux gueux, je vous ai entendu. Non, je vous ai écouté. Je ne suis pas toujours obligé d'aller dans le sens de ce que vous suggérez. Je vous ai écouté, c'est-à-dire j'ai pris en considération le propos. Je vous ai entendu. Macron avait dit, j'ai entendu, pour ne pas dire je m'excuse, j'ai entendu les remarques qu'on a faites sur mes différentes petites sorties qui étaient très maladroites. Et là, je les ai entendues. Autrement dit, je m'en fous. Nous continuerons comme ça. Nous avons la légitimité du suffrage universel pour 5 ans. Et la vérité ne se passera pas dans la rue. Sauf que là, ils ont affaire à une catégorie de gens qui sont des électeurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a des électeurs du Front National et des électeurs de la France Insoumise. Je n'ai pas dit le contraire. Non, je dis qu'il y a encore le clivage droite-gauche. D'une manière générale. Mais quand on regarde le soutien à ce mouvement social, c'était une enquête pour CNews, on voit que le soutien est le plus fort auprès des électeurs de la France Insoumise et des électeurs du Rassemblement National. Un tout petit élément, très très simple. Nous avons posé une question qui est, vous sentez-vous dépendant de votre voiture dans votre vie quotidienne? 69% des Français disent oui, donc on est loin de la voiture électrique et des multimodalités. Ça monte à 88% dans les communes rurales et comme par hasard, ce sont près des électeurs du Rassemblement National, peut-être ces petits blancs, où le sentiment de dépendance et donc de budget contraint est le plus fort. Moi, ce que je vois là, c'est un début d'union nationale, et c'est comme ça que commence la révolution. Nous en sommes loin, je ne suis pas en train d'extrapoler, mais c'est un prémisse, c'est une semence. Mais c'est surtout des gens qui ne votaient pas, qui n'ont pas voté en 2017. Donc en fait, il oublie Macron qu'il a pas... Attendez, il y a 50%, il a été élu par 49% des gens. Vous avez vu élu par une majorité de Français, c'est le système de la 5e République. Par contre, il y a une abstention forte, oui, on l'a bien vu. Le groupe parlementaire République En Marche, avec 358 députés, fait 14,87% des inscrits. C'est un problème. Il est totalement légal et légitime. C'est quand même un problème démocratique. C'est une question. Oui, là, je retiens ce que vous dites. Et ce matin, dans l'Essonne, avec une circonscription très politisée à cause du départ. 14%. 14%. Mais ça veut dire que les peuples français ne font plus confiance dans ces institutions. Une élection législative partielle, on le rappellera, à la suite de la démission de Manuel Valls. Oui, plus de 80% d'abstention. Dans une circonscription politisée, il y avait un enjeu local. Il y a eu une vraie campagne, effectivement. Quelques commentaires de nos internautes. Monsieur Babineau qui estime que le gouvernement est dans une logique de confrontation. Elan qui dit les 80 km/h ont été le déclencheur sur la méthode autoritaire du gouvernement. Je suis assez d'accord avec ça. Et R34, le gouvernement entend mais ne cède pas. La réponse efficace sera le vote en mai prochain. Vous pensez, Frédéric Dabi, qu'effectivement un mouvement comme celui-là peut contribuer à structurer le vote des européennes? En tout cas, quand on voit le rapport de force électorale, on observe un véritable effondrement de la République En Marche, qui était autour de 28-30% avant les vacances, qui est maintenant autour de 18-20%. Il a perdu 10 points. Il a perdu 10 poinins. Une enquête qui a été publiée par Atlantico encore ce week-end, ce qui est assez notable. Encore que ce matin, le candidat dans l'Essonne était soutenu par la République. Oui, non, mais bien sûr, vous avez raison. Mais sur les élections européennes, ce qui est aussi notable, et ça fait le lien aussi avec ce mécontentement des petits sur la question du pouvoir d'achat, c'est que ça fait maintenant 3 enquêtes que le Rassemblement national, qu'on disait en si grande difficulté après la catastrophe présidentielle de Marine Le Pen, arrive en tête. Quand on voit les sujets qui sont au cœur de l'agenda politico-médiatique et des Français, insécurité, question des migrants, et puis cette question de la vie chère, on retrouve une Marine Le Pen qui se fait la porte-parole des petits. Quand on regarde les seules forces dynamiques aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan et le Rassemblement national. Juste un mot là-dessus. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'en seraient tus au lieu d'essayer de faire la récupération de bas étage. Le chiffre des mobilisés aurait peut-être été le double. Il y a des gens qui, parce qu'ils refusent des corps intermédiaires, on ne va pas leur servir la soupe. Mais moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit, j'étais prêt à y aller, mais puisque Marine et Mélenchon vont récupérer le gâteau, moi, je n'irai pas. Peut-être qu'on va continuer à parler de ce sujet. Peut-être que ce mouvement n'est pas fini. On va le savoir dans les jours qui viennent. Regardez en tout cas ce qui est l'opinion des internautes du Figaro, puisque c'est la question du
jour sur le Figaro.fr. Les Gilets jaunes doivent-ils poursuivre leur mobilisation? Ça n'est pas un sondage, on le répète à nouveau, mais sur les 36 000 votants, il y a une majorité, mais assez faible, qui considère que oui. C'est les lecteurs du Figaro, vous vous il y a rendez débat. compte? Ce sont les lecteurs du Figaro. Ça veut dire que c'est 76% de la population. Pardon, il y a peut-être un C'est une biais. extrapolation, mais Voilà. je ne suis pas loin de Sauf que vous savez que voilà, les internautes du Figaro, ils sont plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois, donc ça fait du monde. On parlait du président de la République, continuons à le faire si vous le voulez bien. Emmanuel Macron était hier à Berlin, devant le Bundestag, dans une visite qui était prévue de longue date. Et il a réaffirmé son credo que l'avenir de l'Europe, c'est ce qu'il appelle une souveraineté européenne. Certains disent que c'est un oxymore, parce que la souveraineté, c'est forcément celle des pays. Mais pour Emmanuel Macron, c'est ça ou le chaos. Il n'y a pas d'alternative. Regardez. L'Europe, et en son sein le couple franco-allemand, se trouve investi de cette obligation de ne pas laisser le monde glisser dans le chaos et de l'accompagner sur le chemin de la paix. C'est pour cela que l'Europe doit être plus forte. C'est pour cela qu'elle doit être plus souveraine. Alors, ce concept d'Europe souveraine est intéressant parce que traditionnellement, on considère que la souveraineté, c'est-à-dire la faculté de décider de ce que doit être son avenir, c'est l'apanage des nations. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté d'Emmanuel Macron de partager la souveraineté, par exemple avec l'Allemagne et plus largement avec l'Europe? Olivier Babot. C'est évidemment la question fondamentale. Je crois que souvent en communication, jusque-là, Macron a fait l'erreur d'opposer, on pourrait dire, les méchants souverainistes, forcément destructeurs et balkanisateurs, on pourrait dire, de l'Europe, et puis les gentils fédéralistes, en quelque sorte, avec une vision un peu trop binaire. C'est-à-dire, soit vous êtes pour une Europe très très forte, soit vous êtes contre, et à ce moment-là, vous êtes des méchants. D'un point de vue géopolitique, il faut quand même bien dire aujourd'hui qu'il faut que les gens comprennent que les pays tout seuls, même la France, avec ses 60 millions d'habitants, aussi brillants soit-il, n'a aucune chance, aucune, d'arriver à tenir sa place dans le monde face à la plaque asiatique en particulier, si on n'est pas unis au niveau européen. Donc la nécessité d'avoir peut-être une armée européenne avec effectivement une part d'abandon de souveraineté dont il faut débattre, qui est une réalité, mais qui pourra avoir une utilité, et puis des capacités à décider, un budget européen propre, et puis une capacité à enfin avoir ce fameux numéro de téléphone européen pour qu'on pèse au niveau mondial, c'est la chance pour l'Europe de continuer à offrir à ses ressortissants une prospérité à l'avenir. Malheureusement, je crois que de ce point de vue-là, there is no other way. Eric Olegas, il faut oublier la souveraineté française ou il faut la dépasser plutôt? En toute amitié et cordialité, la cabriole intellectuelle que vous venez de faire pour nous expliquer que l'Europe est dans une situation d'échec total et qu'en est au point de préciser la souveraineté européenne, enfin, ça devrait être quelque chose d'acquis et d'acté. Donc, il n'y a bien pas de souveraineté européenne. Moi qui me fais tacter de souverainisme, justement, parce que je dis que je veux une autre Europe, je ne suis pas anti-européen. D'abord, ce continent est, j'allais dire, indissoluble. Cette Union européenne qui ne fonctionne pas dans le sens que nous voulons, et les Gilets jaunes ne sont qu'une forme d'expression de ce rejet de ce système néolibéral financier qui nous ruine, qui n'enrichit que les riches et finalement ruine les classes moyennes. L'Europe est assimilée à cet appauvrissement parce que le système économique, Bruxelles, la Commission décide, on fait de la monnaie forte. Et pourquoi? Pour plaire à l'économie allemande. On est tous à la traîne de l'économie allemande. C'est Mme Merkel qui dirige l'Europe. Il faut une souveraineté, mais bien sûr qu'il faut une souveraineté européenne avec osons le mot, un protectionnisme, pas franco-franchouillard, un protectionnisme européen, lié à un marché commun avec la fameuse formule de la préférence communautaire. Et il faut une armée européenne? Mais il faut une armée européenne, il faut une diplomatie, il faut les États-Unis d'Europe. Je suis ultra-européen, mais une Europe avec des frontières. Et on dit à la Chine et aux pays émergents, nous ne prendrons vos produits que s'ils ne détruisent pas nos emplois. Préférence communautaire, on se sert d'abord à l'intérieur de l'Union européenne. Et si nous n'avons pas la marchandise à ce tarif, à ce moment-là, nous pouvons aller voir ailleurs. Mais là, il y a un autre problème, c'est que nous sommes aussi un dominion économique et militaire des États-Unis. Et que M. Trump ne s'est pas trompé, il a bien compris qu'on voulait le mettre dehors. Alors lui ne veut plus être le gendarme du monde. Mais la souveraineté européenne, elle n'existe pas. Donc il faut la faire, mais on nous a fait croire jusqu'à présent qu'il y avait une souveraineté européenne et que l'Europe nous protégerait. L'Europe ne nous protège de rien. Elle est en train de créer le caveau, la tombe de la civilisation occidentale. On vous pose la question sur Twitter. Soutenez-vous ce projet de souveraineté européenne porté par Emmanuel Macron? Vous êtes une majorité à répondre négativement, presque aux 2/3 à cette question. Et puis quelques commentaires d'internautes. One Shout qui nous dit il faut une Europe des nations, l'Europe d'Erasmus, du spatial, l'Europe du général de Gaulle. Antimac nous dit le discours de Macron à Berlin est hors sol.
Qui va diriger cette armée européenne? Contre qui? Quelle sera la politique de cette armée? C'est vrai, Caroline Valentin, qu'on comprend le concept de souveraineté européenne, mais ensuite, concrètement, quand on arrive à dire qui vont être les patrons, qui va répondre au téléphone, d'ailleurs, à ce fameux numéro où on pourrait appeler l'Europe? Écoutez, oui, enfin, ce qui est très surprenant, en fait, c'est qu'encore une fois, un peu comme avec la voiture, vous savez, on veut que les gens achètent une voiture électrique, sauf que les voitures électriques, ça ne marche pas bien. Une fois de plus, là, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Tous les pays européens, ou à peu près, tous les peuples des pays européens crient qu'ils ne veulent plus d'Europe, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'Europe. Parce que ce qu'est l'Europe aujourd'hui... Je ne dis pas qu'ils en veulent plus. Cette Europe-là, qu'ils n'en veulent plus. Ils ne veulent pas cette Europe-là. D'accord. Mais ils ne veulent pas cette Europe-là, et avant de savoir si on veut plus d'Europe, il faut peut-être définir quelle Europe il s'agit. Et là, vraiment, quand on a dans l'idée quand on parle de souveraineté, de souverain, donc de nation, la première question que l'on doit aborder, c'est celle de l'identité. Quelle est la culture? Quel type d'identité culturelle de l'Europe veut-on? Vous savez que ce sujet a été évacué en 2005 de Maastricht. Il n'a pas voulu être abordé, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un problème prégnant entre les pays anglo-saxons et leur modèle multiculturaliste et le nôtre, à nous Français, qui est un modèle intégrationniste, mais qui est un modèle qui a marché. Vous savez qu'on est le premier pays d'immigration en Europe, puisqu'on a accueilli des immigrés dès le milieu du XIXe siècle, à l'époque qu'un autre pays européen n'accueillait des immigrés. Donc, nous, on sait comment ça marche, et pour autant, l'Europe n'arrête pas de donner des coups de boutoir, des coups sur la tête à notre modèle intégrationniste pour qu'on accepte de ne considérer plus les êtres humains en tant qu'individus avec des droits et tout, mais les communautés, les religions et la confrontation et la coexistence des cultures. Ce que les gens ne veulent plus, c'est cette Europe-là. Et qu'est-ce qu'il dit, Macron? Il dit, on va en faire plus. Non mais franchement... Je veux dire, d'autant qu'en plus, il pourrait quand même utiliser son pouvoir. Effectivement, l'Europe ne tient pas sur le couple franco-allemand. Moi, j'aimerais bien que vous savez que, pour une fois, un président européen fasse un peu la politique de la chaise vide, dire, écoutez, vous avez besoin de moi? Je vais vous expliquer ce qu'on veut maintenant. Voilà. On veut plus que, vous savez, on a une infiltration par le droit. Notre modèle est attaqué par le droit. Il y a un très bon article d'Anne-Marie Nepoué dans Causeur de cette moitié. Des échanges Exactement. Là, le premier président de la Cour de cassation qui a expliqué qu'il fallait se conformer à la décision, à l'avis de la CEDH sur Baby Lou. Le droit américain. Donc, c'est la première question qu'il faut aborder avant de savoir si on veut plus de souveraineté, puisque les peuples vous disent tous qu'ils n'en veulent plus. Alors, Frédéric Dabi, est-ce qu'ils veulent ou non cette souveraineté européenne, les Français? Quand on écoute le discours des Français sur l'Europe, il a quand même pas mal muté depuis ces dernières années. Ce que vous dites est complètement repris. L'euroscepticisme, la critique sur l'Union européenne est majoritaire. Hein. On a voté il y a à peine 13 ans, le 29 mai 2005. Quand on repose cette question du référendum pour le Figaro, il y a à peine 2-3 ans, on est sur du 2 tiers, 1 tiers, à peu près votre consultation. Pour autant, et là je rejoins ce qu'a dit Olivier Babot, les Français ont de plus en plus conscience que les solutions sur les sujets, sur les sujets qui les concernent le plus, migrants, terrorisme, réchauffement climatique, ne peuvent se faire qu'à l'échelle européenne. Dans le cadre, et donc la tension est entre cette prise de conscience que oui, avec 60 millions de Français, on ne peut plus jouer le même rôle qu'avant, mais ils voient l'impuissance et l'incapacité de l'Europe à trouver des solutions. Mais il ne faut pas seulement rester sur le discours eurosceptique. Alors, ce qu'a proposé Emmanuel Macron, c'est une manière de sortir de, je dirais, l'antagonisme entre souveraineté nationale et fédéralisme européen. Mais ce concept de souveraineté européenne, il faut bien sûr l'incarner. C'est, pour mon avis, une sorte de coquille vide. Quand on interroge les Français sur une armée européenne, sur un budget européen, voire sur un président des États-Unis d'Europe, ils sont très nettement majoritaires, y compris des électeurs nonistes. Oui, mais si on parle de coopération, souveraineté, c'est quand même un pas de plus. Puis je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut faire une souveraineté, même un budget commun, quand on n'a pas de fiscalité commune. Vous faites comment? Quand vous avez des salariés... Et à 28. Et à 28, des salariés chez qui le SMIC, c'est 500 € et d'autres, c'est 1000. C'est pour ça que les choses se sont diluées avec toutes les ouvertures que l'Europe a connues. C'est la charrue avant les bœufs, les une fois de 28 plus. ont tué. L'idée des 28, qui est philosophiquement formidable, a tué l'Europe, alors qu'à 12 et 16, on serait arrivé bien plus vite et bien plus loin. Parce que concrètement, je ne sais plus lequel d'entre vous le disait, mais dans souverainisme, il y a souverain. Donc, comment on fait pour choisir le souverain de l'Europe? Qui va être Oui, c'est vous, Caroline Valentin. C'est Merkel. Est-ce qu'il faut voter, vous croyez, Olivier Babot, qu'il faudrait voter à un suffrage universel? Tous les Européens pourraient élire un président d'Europe? Le pays qui a évidemment le plus grand poids démographique serait logiquement celui qui a la plus grande capacité. Vous auriez probablement, après, des effets de Donc coalition. Le président serait forcément allemand.
Oui, puis en fonction des coalitions à développer avec d'autres pays, mais c'est vrai, ce qu'on a dit est tout à fait vrai. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est... du parti majoritaire dans l'Union européenne. Oui, c'est l'incroyable hétérogénéité des pays entre les pays de l'Est et les pays français. Je crois qu'aujourd'hui, la complexité, c'est ce qu'on met derrière souveraineté européenne, mais ce qui est clair, c'est que les gens réclament des frontières. Ils réclament après probablement un leadership économique, et une vision économique. Et ça, l'intégration économique, c'est le truc qu'on a moins bien fait pour l'instant. Et de la souveraineté démocratique, pas en signant des traités où le peuple n'est pas consulté, le Parlement quasiment détourné, et ce sont des fonctionnaires non élus qui, dans des bureaux obscurs, signent des traités qui ne sont pas soumis à la volonté des peuples. C'est pas un moment où chaque pays connaît une crise démocratique, regardez l'Italie par exemple, et même peut-être aujourd'hui la Grande-Bretagne, c'est pas à ce moment-là qu'on va arriver à recréer la démocratie au sein de l'Europe, parce que le problème se retrouve uniquement démultiplié. Christine Lagarde, l'autre jour, a dit les traités c'est bien, mais il faut quand même faire attention au peuple. Vous vous rendez compte ? Il y en a une qui dit je découvre le peuple, c'est une populiste, et l'autre qui dit je découvre la souveraineté, c'est un souverainisme. Macron et Madame Lagarde sont des souverains populistes. Écoutez, bravo pour cet exercice de synthèse, Perico Légas. Le dernier mot à nos internautes, à Nicole qui nous dit les Européens ont certainement en tête autre chose qu'une armée et une Europe donneuse de leçons. Et Christophe qui nous dit avec ironie, moi je veux bien la protection sociale française, le taux d'emploi de l'Allemagne et le régime fiscal du Luxembourg. Bravo, belle conclusion, cher Christophe. Voilà. C'est un vrai Français, voilà. Il veut le meilleur, le beurre et l'argent du beurre. Parlons d'un sujet qui n'a rien à voir. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, participait hier à une journée de débat organisée par Sens Commun, ce mouvement qui, à l'intérieur des Républicains, soutient les idées et les convictions de la manif pour tous. Il a parlé de la procréation médicalement assistée et il a considéré que c'était une forme d'eugénisme. Le mot est évidemment très fort. Voici les arguments développés par Laurent Wauquiez pour l'utiliser. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. À l'image de ce site internet danois, Cryos, que vous devriez aller voir. La plus grande banque de sperme du monde, où vous pouvez sélectionner si vous voulez qu'il ait la peau blanche ou mate, si vous voulez que ses yeux soient bleus ou verts, si vous voulez que ses cheveux soient roux. À l'arrivée, le panier d'achat aura juste remplacé le caddie d'Amazon par un landau, mais c'est la seule différence. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Donc, il a parlé d'eugénisme, Laurent Wauquiez. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, lui a répondu ce matin. Elle l'a dit sur son compte Twitter, c'est faux et archi-faux. Regardez. Aujourd'hui, aucune politique publique en France, et heureusement, n'induit de l'eugénisme. L'eugénisme, je le rappelle, c'est le fait de vouloir faire une sélection génétique pour aboutir à des hommes parfaits. C'était effectivement ce que souhaitaient faire les nazis, hommes parfaits entre guillemets. Et évidemment, aucun acte médical en France ne peut conduire à l'eugénisme. C'est dévoyer le sens des mots. C'est irresponsable pour un soi-disant responsable politique. Et je voulais faire part de mon indignation. Alors nous versons un élément au dossier. Nous sommes allés sur ce site internet, Cryos, dont parle Laurent Wauquiez. Et ce qui est vrai, après vous nous direz si c'est de l'eugénisme ou non, c'est que vous pouvez choisir à la carte. On a expliqué qu'on était français et on a demandé, on cherche un donneur et on nous dit quelle race, quelle couleur de cheveux, quel est le poids du donneur, son origine ethnique, la couleur des yeux. Donc c'est vraiment le bébé sur mesure. Est-ce que c'est une forme d'eugénisme, ça, Frédéric Dabi, même si le mot fait peur? Je pense que oui, là, la question est un peu difficile. Oui, le site est particulièrement spectaculaire. On n'a rien inventé, hein. Non, vraiment, tout à fait. tous nos internautes peuvent. Oui, voilà. Non, mais là, c'est clair, mais je dirais, je vois deux soucis dans ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Le souci, c'est qu'on est quand même loin du débat sur la PMA, où c'est vrai qu'une majorité de Français la soutiennent, sauf effectivement l'électorat de François Fillon à l'élection présidentielle. Sur cette question par rapport au mariage pour tous, les clivages se sont très fortement atténués. Deuxième effet, c'est plus un effet collatéral. Voilà, Laurent Wauquiez fait actualité sur une thématique qui n'est pas au cœur des préoccupations des Français. Il y a une dimension de brouillage de son discours. Ne l'attendons pas en tant que chef d'un des principaux partis d'opposition sur les questions dont on vient de parler précédemment, notamment la mobilisation des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat et la critique frontale
de l'action du président de la République. Je réponds un petit peu en esquive, mais on est très décalé par rapport au discours des Français et à la période radicale actuelle. Sur le mot lui-même, moi je veux dire que Olivier Babo, quand j'ai entendu cette expression, je me suis dit non, c'est trop fort, effectivement. Agnès Buzyn le disait, l'eugénisme, c'est la volonté d'avoir l'homme parfait, et voilà, et on n'en est pas là. Sauf qu'effectivement, on se dit, si des couples de lesbiennes veulent avoir un donneur de sperme et qu'elles ont recours à un site comme celui-là, on est quand même dans une forme d'eugénisme ou pas, à votre avis? Mais oui, mais je crois que c'est très difficilement contestable. L'eugénisme, c'est pas réellement l'homme parfait, c'est l'homme sélectionné. C'est sélectionner certaines choses. Alors, on parle du nazisme, mais les Spartiates le faisaient, quand ils éliminaient les bébés qu'ils estimaient pas bons. Et puis on le fait depuis très très longtemps, parce qu'on demande aux mères, quand on leur dit votre enfant a une chance d'être atteint de trisomie 21, est-ce que vous voulez le supprimer? Dans 99% des cas, on le fait. Donc l'eugénisme, je suis désolé, il existe déjà. Le vrai problème, à l'occasion du débat sur la PMA, c'est que finalement on se rend compte que les techniques de sélection, on va les avoir. Elles vont être de plus en plus fortes. Et récemment, alors il y a peut-être une case qui va s'ajouter, mais c'est le QI. C'est-à-dire vous allez pouvoir choisir des parents qui vont avoir un certain QI. On sait que le QI est en partie héréditaire. Et puis vous allez pouvoir de plus en plus sélectionner chez vos enfants ce genre de caractéristiques. On est bien loin de la taille et de la couleur des yeux. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on pourra mettre toutes les barrières réglementaires qu'on veut. C'est que ça va être très facile de faire ça ailleurs, d'aller dans des endroits avec beaucoup moins de scrupules. Et en Chine, par exemple, ils ont très peu de scrupules vis-à-vis de ça, où on va pouvoir sélectionner. Donc la capacité scientifique, on va l'avoir, et le fait qu'on va pouvoir le faire et que des gens vont le faire, ça c'est probablement ce qui arrive. On est sur le toboggan eugénique à toute vitesse. Il faudrait qu'on ouvre les yeux, qu'on arrête de pousser des cris d'orfraie comme si ce n'était pas vrai. C'est la réalité. Et il est probablement temps qu'on ait un débat réel sur la question, parce que c'est quelque chose qui nous arrive dans les mois qui viennent. C'est déjà probablement là. Et le débat, on l'ouvre ici. C'est aussi ça la mission de point de vue. Caroline Valentin, votre opinion sur ce sujet? Mon opinion, c'est que Laurent Wauquiez a fait ça. Bon, Laurent Wauquiez a du mal à avoir un projet bien cadré, donc il court un peu après l'actualité, il essaie de faire parler de lui dans les médias, donc plus on prend des mots à forte connotation émotionnelle, plus ça marche. Donc en fait, c'est simplement un épisode de politique politicienne, cette grande commedia dell'arte politique, où lui parle d'eugénisme, on parle de lui dans les médias, et puis Macron s'insurge, Macron et ses sbires s'insurgent. Pas très intéressant en fait. Alors ce qui est intéressant peut-être, c'est si on fait un pas en arrière et qu'on réfléchit au débat de fond. Alors, il y a deux choses à dire. Premièrement, que eugénisme et PMA, fondamentalement, sont quand même deux sujets différents et qu'il y a des sujets à évoquer au sujet de la PMA, des PMA sans père surtout, que Laurent Wauquiez aurait été bien inspiré de développer un peu plus. Effectivement, ensuite, il y a ce sujet de l'eugénisme, et c'est un sujet qui est discuté par plein de grands intellectuels. Malheureusement, on a l'impression que les hommes politiques, les responsables politiques n'entendent pas ces intellectuels, mais notamment, il y a, je crois que c'est Xavier, comment il s'appelle Xavier Klein, je crois, qui parlait de la différence entre l'innovation et le progrès. Il disait le mot progrès a disparu en fait du vocabulaire intellectuel et maintenant on ne parle que d'innovation. Or c'est pas la même chose puisque le progrès c'est une aspiration à un monde meilleur, on définit là où on veut aller et on se donne les moyens d'y aller, alors que l'innovation c'est on déteste ce moment présent et puis on essaie de s'en échapper et finalement sans savoir où on va. Donc il y a une façon peut-être plus intelligente, plus sereine, plus un peu comme Macron l'avait fait au Bernardin, de dire qu'il faut de la philosophie et il faut réfléchir philosophiquement à cette espèce d'accélération scientifique et de l'innovation technologique qui nous conduit on ne sait où. Le point de vue d'Olympe qui nous dit « Je connais très bien ce sujet. Dans ma famille, il y a 2 enfants issus de la PMA. La maman a vraiment choisi ses enfants en fonction de l'homme, tandis qu'Antimac estime que Laurent Wauquiez a raison sur le fond, mais qu'il n'aurait pas dû dire eugénisme. » Perico Légas, votre point de vue? Laurent Wauquiez a l'habitude de faire des déclarations dans des milieux confinés où il pense qu'on ne l'entend pas. Et puis ensuite, il était en terrain conquis avec sens commun. Voilà, il ne pouvait pas se tromper. Là où il faut comprendre le mécanisme de sa pensée, et c'est vrai, et je voyais à l'instant le communiqué de Benjamin Griveaux qui disant tout le monde garde le cap, La République En Marche. On ne sait pas avec quel cap, enfin on garde le cap, à savoir on se tiendra strictement à la PMA. Mais Laurent Wauquiez a rappelé... Il faut des donneurs de sperme pour la PMA s'il n'y a pas de père. Il a rappelé, quand il y a eu le Pax, on nous a dit il n'y aura pas le mariage pour tous. Je me souviens d'hommes politiques qui parlaient solennellement devant les Français, il n'y aura. Quand on a fait le mariage pour tous, je me souviens du président, il n'y aura pas de PMA.
la classe politique, même au Parti socialiste. Et quand on fait la PMA, on nous dit il n'y aura pas de gestation pour autrui, que j'appelle d'ailleurs par autrui, de mère porteuse. Là, c'est pas seulement qu'on va à l'eugénisme, qui est aujourd'hui un acte, mais on est en train de préparer bientôt, il y aura même plus besoin il y aura des gamètes et des embryons tout prêts, qu'on ira chercher dans des commerces. Ça va se faire, ça existe déjà. Donc c'est pas l'eugénisme tout court, c'est l'eugénisme mercantile. Parce qu'on trouvera un moyen de commercialiser cet eugénisme pour faire du profit. Et on choisira ensuite qui on veut et comment on veut. C'est une remise en cause de l'humanité de façon absolument tragique pour satisfaire une minorité à laquelle je reconnais le droit, effectivement, d'avoir envie d'être parent et papa. Mais c'est toujours pour satisfaire une minorité qu'on remet en cause un ordre de l'humanité, un ordre mondial qu'il faut peut-être penser avec des lois de bioéthique beaucoup plus subtilement et beaucoup plus délicatement que d'aller comme ça. Le progrès, c'est de franchir à chaque fois un stade. On est au Pax, on est aux portes de la GPA, mais c'est le sens du progrès, c'est le sens de l'histoire. Non, ça peut être aussi une régression barbare. De l'innovation. Et de l'innovation. Quand on dit ça, on a tout dit. Voilà. L'innovation est en marche. On sait que le sujet, en tout cas, est compliqué pour le gouvernement, Oui, puisqu'il a décidé de remettre à l'année prochaine le projet de loi. Évidemment. Ouais. Enfin, j'entends ce que vous dites, mais la GPA est interdite en France, elle se fait aux États-Unis. Donc on y va. Oui, Mais mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Il y a eu le mois dernier un célèbre animateur qui a fait beaucoup de médias pour expliquer que sa famille était une famille normale. Voilà, c'est vrai que là aussi, une fois de plus, la France n'est pas. Donc le stade après la GPA, c'est je choisis le profil de mon enfant, je veux tel quotient, je veux qu'il aime la Blanquette de Veau, qu'il lise le Figaro et qu'il fasse de la course à pied. Et qu'il apprécie Perico Légas, certainement. C'est pas forcément une qualité. C'est pas forcément ces enfants qui ont été faits à l'étranger. Un dernier commentaire de Nicole qui dit « N'en déplaise, Laurent Wauquiez a raison, car quand on peut choisir son futur enfant selon des critères, eh bien, on le fait. » Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet plus léger. Airbnb, vous savez, ce site internet qui propose à la location des logements privés, c'est un succès considérable. Airbnb, ça a 10 ans. Rien qu'au troisième trimestre 2018, il y a eu 400 millions de personnes qui ont utilisé les services de ce site. Il paraît, en tout cas c'est les chiffres d'Airbnb, que un Français sur 5 est client de la plateforme. Alors, les responsables politiques, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont mis en place un certain nombre de mesures pour contrer Airbnb. C'est le cas des députés qui ont voté en fin de semaine dernière, dans le cadre du budget 2019, de nouvelles sanctions contre les propriétaires qui louent par Airbnb, mais qui ne satisfont pas les nouvelles taxes. Il y a une taxe de séjour, il y a aussi une surtaxe de 15% en Ile-de-France. Il y a un maximum de 120 nuits par an. L'objectif, il est clair, c'est de ne pas laisser Airbnb trop se développer. C'est aussi celui de Yann Brossa, qui est l'adjoint au logement d'Anne Hidalgo, l'adjoint communiste au logement, et qui s'en expliquait d'ailleurs très ouvertement en septembre dernier. Dans l'hypercentre de Paris, aujourd'hui, un logement sur 4 ne sert plus à loger des Parisiens. C'est-à-dire que nous avons des logements qui se sont transformés en machines à cash à destination des touristes. Et tout cela a d'ailleurs des conséquences en cascade, parce que non seulement les habitants sont remplacés par des touristes, mais les commerces de bouche sont remplacés par des commerces de fringues, et c'est donc l'identité du quartier qui finit par être complètement transformée sous l'effet de ces locations touristiques. Sauf, Frédéric Dabi, que les Français, ils adorent Airbnb. La preuve, c'est qu'il y en aurait 1 sur 5 qui l'utilisent. Donc, Oui, c'est vrai qu'on est sur cette tension-là. Airbnb, ça a permis une démocratisation du tourisme encore plus fort, mais effectivement, il y a une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur de l'hôtellerie, puisqu'on n'acquitte pas, en théorie, de taxes de séjour. Et c'est vrai, moi je suis parisien qui adore Paris. Il y a quelques rues de Paris, non pas dans l'hypercentre, mais par exemple du côté de la Tour Eiffel, j'en ai une ou deux en tête, où on a l'impression qu'il n'y a plus de logement. Il n'y a que des appartements Airbnb. Donc de ce point de vue-là, je crois que ça n'a pas seulement été fait à Paris, mais dans beaucoup de villes européennes, quelle que soit l'orientation politique de la ville, il y a peut-être besoin de légiférer, ce qui n'enlève rien à l'adhésion des Français au concept d'Airbnb en tant que loueur ou en tant qu'utilisateur. Caroline Valentin, on a raison de vouloir contraindre Airbnb. Écoutez, il y a un problème qui a été constaté par à peu près toutes les grandes métropoles, effectivement, de transformation de ces grandes métropoles en villes-musées et de distinction petit à petit de la vie de quartier. Oui, il n'y a plus d'habitants permanents, les appartements sont loués
Exactement. Maintenant, la politique qui est menée par les communistes de la mairie de Paris, une politique extrêmement communiste, c'est-à-dire où c'est vraiment l'interdiction des sanctions d'un montant absolument incroyable. Et c'est pas dire, on est quand même dans une démocratie où la propriété privée et le fait de pouvoir utiliser son bien comme on le veut fait partie des piliers quand même de notre République. Mais je comprends qu'un communiste l'oublie, mais moi je m'en rappelle, et il y a peut-être d'autres façons de lutter ou de limiter Airbnb, c'est-à-dire de faire en sorte par des taxes appropriées ou en allégeant la taxation des taxes qui pèsent sur les hôtels, de mettre un peu les hôtels et ces loueurs-là à égalité, un peu comme Uber et les taxis. Bon, après, deuxième petite remarque, j'aimerais qu'ils aient autant de violence, on peut dire, ou de détermination, de véhémence, de détermination pour lutter contre d'autres types d'infractions pénales, notamment dans les quartiers, port de la burqa, délinquance, vous voyez. Non, mais je veux dire, moi j'aime bien 12 500 € d'amende pour le port de la burqa, je trouvais ça très bien. Il faut choisir ses combats. Olivier Babot. Oui, je crois qu'il faut d'abord saluer l'extraordinaire avantage de ce système. Il y a Airbnb, mais il y en a d'autres. C'est comme Uber, on ne parle que du leader, mais enfin, il y en a d'autres. C'est l'économie du partage. C'est le fait que pour beaucoup de gens, c'est objectivement une façon d'arrondir les fins de mois tout à fait réelles dans votre... Et ça vous permet aussi de garder un appartement, d'avoir les moyens de garder un appartement dans Paris et en fait de lutter contre la gentrification. Parce que sinon, vous pourriez aussi avoir que des gens riches qui n'ont pas du tout besoin de louer et ce serait absolument pas différent. Finalement, on pourrait appeler ça la venisation des centres-villes. Parce que s'il y a bien une ville qui est comme ça, c'est Venise. Il n'y a quasiment plus de Vénitiens. Il n'y a plus que des hôtels, il n'y a plus que des touristes. Ça préexiste à Airbnb. Je veux dire, ce phénomène-là, il existait bien avant. Et donc finalement, il y a beaucoup de gens pour qui ça correspond à vraiment quelque chose. On a eu une création de trafic, on a aussi une création de tourisme qui rapporte beaucoup d'argent. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens qui viennent, grâce à Airbnb, tous ces gens qui viennent, ils viennent dépenser. Et on est les premiers à être contents d'avoir cette manne financière. Je crois qu'effectivement, on devrait avoir une réponse plus intelligente en termes d'égalité vis-à-vis des hôtels qui ont des contraintes totalement délirantes d'accessibilité. Et puis la taxe de séjour, bon bah oui, ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs maintenant je crois qu'elle est prélevée. Maintenant aussi les gens vont pouvoir payer directement, enfin en tout cas leur revenu via ce genre de plateforme va être rapporté au fisc, donc ils vont devoir le déclarer. Donc recette fiscale. Je crois que c'est pas la peine de rajouter des sanctions et des taxes et de la collectivisation à ce qui pourrait être tout à fait régulé de façon, on pourrait dire raisonnable. Avant d'écouter Perico Légas, on va se tourner vers nos internautes. On vous pose la question sur Twitter. Selon vous, l'Assemblée nationale a-t-elle raison de renforcer les sanctions contre les locations Airbnb? Vous répondez oui à 63%. Pour ce qui n'est pas un sondage, on le répète à nouveau. Et puis quelques commentaires. Nicole nous dit, comme d'habitude, on s'en prend à Airbnb pour avoir davantage de taxes qui échappaient au gouvernement. Et AC nous dit, la cupidité des propriétaires ne peut être une finalité en matière de politique de logement. Perico Légas, est-ce que vous êtes adepte d'Airbnb? Non, je ne suis pas adepte et je suis très inquiet parce que ce n'est pas libéral. Le libéralisme, ça serait qu'il y ait une loyauté commerciale et fiscale vis-à-vis d'un secteur essentiel à l'économie française. Le président de la République est le premier à dire, il n'y a qu'à traverser la rue, l'hôtellerie et restauration a besoin de métiers. Cette concurrence-là, je ne suis pas sûr qu'elle rapporte autant à l'économie nationale, évidemment, ces gens consomment. Mais c'est souvent des gens qui ont des petits revenus, des moyens revenus, et qui consomment très, très chichement. On n'a jamais vu pour l'instant d'essor économique ou de création d'emplois. Voilà. Ensuite, ça ouvre la porte à une forme de gestion et de fraude et de contournement des lois, dont on a aujourd'hui quelques cas extrêmement inquiétants, où ça échappe totalement au contrôle de l'État. On a déjà pas assez de fonctionnaires pour contrôler les impôts de nos propres dirigeants. Je fais allusion à rien, mais évidemment, on n'aura pas plus de fonctionnaires pour surveiller foyer par foyer cette mercantilisation, non pas du ventre, là, on va sauter d'un coq à l'âne, mais voilà, de ce patrimoine immobilier parisien qui est vaste. Il y a des hôtels qui sont en difficulté, il y a des hôtels qui sont en train de fermer, qui créent des emplois, qui sont à patrimoine et qui payent des taxes. Et qui payent des taxes. Donc là, si ce gouvernement est libéral, effectivement, il faut à un moment donné que Airbnb, d'accord, mais il paye le prix, et en tout cas vis-à-vis de l'équité des autres activités hôtelières, il faut absolument être dans une politique de justice, ce qui n'est pas le cas. Mais eux interdisent. C'est-à-dire, la plupart des activités Airbnb sont interdites. C'est réservé aux gens qui sont propriétaires, qui ne peuvent louer leur propre appartement que 10 semaines par an. Quant aux autres, à Paris en tout cas, c'est interdit, sauf si vous achetez un autre local commercial que vous transformez en local d'habitation. Donc c'est interdit. Je vous dis, c'est à la première. Sauf qu'il y a de plus en plus de contrôles. Il paraît qu'il y a une trentaine d'agents de la ville de Paris. D'ailleurs, quand on voit le montant des amendes depuis le début de l'année,
la peur du gendarme commence à être... À 12 500 € le ticket, ça monte vite aussi. Absolument. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui s'achève. Merci à vous tous, chers internautes, et à demain pour un nouveau rendez-vous de Point de Vue. Bonne soirée.